Eh bien, écoutez, bonjour à tous, je suis Loïc Henaf, je suis le président du réseau Produits en Bretagne et je suis très heureux que vous soyez très nombreux ce matin. Vraisemblablement, nous sommes plus de 300 pour cette restitution d'une étude que nous avons commandée auprès du cabinet Goodwill Management et de son président Alan Fustek. Cette étude, dont la question posée est quelle stratégie de localisation et de relocalisation pour la Bretagne, est née cet été, en tout cas l'été 2020, alors que nous avions en ligne de mire la relance après ce premier printemps de crise Covid-19. Et puis, l'étude a été lancée et est arrivé un nouveau concept de la relance et maintenant peut-être la relance de la relance de la relance. Donc, face à ce climat qui est somme toute anxiogène pour nous et pour les entreprises, Produits en Bretagne n'en a pas oublié sa vision et sa mission. Notre mission, c'est de participer à la dynamique économique et culturelle responsable pour la Bretagne. Et à ce titre, nous œuvrons depuis plus de 27 ans dans cet objectif. Mais également, régulièrement, la question de la localisation, de la relocalisation. Certains se souviennent peut-être même d'une campagne de communication que nous avions menée sur le thème de la relocalisation au début des années 2010. Et donc, ce sujet ne nous a jamais quittés. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, cette étude n'est pas, une prise de pouvoir, je vais le dire très simplement, ou une prise de parole de Produits en Bretagne. À la place de Produits en Bretagne, intervient toujours en complément des organismes, des institutions, des entreprises. Nous accompagnons, nous nous mobilisons pour apporter une aide. Et donc, cette étude a été faite dans ce sens, dans cet objectif, apporter une contribution. Elle a été, et je voudrais les remercier, financée par Produits en Bretagne, par la région Bretagne, par le MEDEF, par le Crédit Mutuel Arkea. Et donc, je les remercie vivement parce que sans eux, cette étude n'aurait pas pu être réalisée aussi promptement par Goodwill Management. Je vais laisser la parole à Alan Fustek. Cette étude est désormais disponible sur le site internet de Produits en Bretagne dans une version synthétique, mais déjà suffisamment bien épaisse, à une page qui a été dédiée. Vous aurez également une petite vidéo introductive des parties prenantes à cette étude sur le site. Et dans la journée, nous posterons l'intégralité de l'intervention d'Alan, car cette étude est une aide à la décision. Alan reviendra dessus. C'est un outil d'aide à la décision. Nous souhaitons que les collectivités, que les entreprises, que les banques, que les associations s'en emparent. Elle est, comme on pourrait le dire, open source. Elle est pour vous, elle est pour la Bretagne. Déjà, quelques territoires, quelques associations souhaitent s'en emparer, la transformer ou l'adapter ou la décliner sur leur propre périmètre. Donc, notre ambition, c'est d'avoir apporté un élément, une aide à la décision pour que la relance de la relance de la relance se transforme en une véritable stratégie de relocalisation et de localisation pour la Bretagne. Merci. Je laisse la parole à Alan Fustek. Voilà. Là, normalement, on m'entend. C'est bon? Voilà. Donc, je disais, j'étais en train de dire avec le micro coupé, bonjour à toutes et à tous, et puis très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter et à nous regarder ce matin. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais commencer la présentation. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Si tout se passe bien, hop, voilà. Et je me mets en grand écran. Voilà, si on peut me confirmer que l'image est bonne pour tout le monde, je commence. Voilà. Donc, effectivement, merci Loïc, merci à tous les financeurs. Ça a été un travail vraiment passionnant. Passionnant parce que avec mon nom, Alan Fustek, je devrais dire Alan Fustek, vous avez une idée de l'endroit où je suis né, en Bretagne, je suis né à Morlaix, et donc travailler sur l'économie bretonne, c'est du bonheur.
Et je vais vous présenter ça donc pendant environ 45-50 minutes. J'ai beaucoup de choses à vous dire et donc ça va aller un petit peu vite. Et sachez que malgré tout, le travail qui a été fait a été beaucoup compressé par rapport à l'étude complète. Voilà. Alors, donc, considérez, si vous voulez bien, que ce que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment une étape dans la compréhension fine de tout ce qui est possible de faire en matière de relocalisation en Bretagne. C'est un sujet qui est complexe. C'est un sujet qui est complexe parce que la Bretagne, ben ça a la taille d'un pays. Hein, donc, la Bretagne, on pourrait dire, c'est en termes de surface et de population, ça ne doit pas être loin de l'Autriche. Donc, on travaille à une échelle assez grande. Et donc, dire qu'en quelques mois, on a tout cerné, ce n'est pas possible. Donc, on a vu plein de choses et il y aura d'autres versions et il faut qu'il y ait d'autres versions et il faut que cette étude soit critiquée, soit contestée par endroits, on ne détient pas la vérité, pour effectivement en tirer le meilleur. Voilà. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'une étude, c'est des pages de papier ou des slides de PowerPoint. C'est bien joli, mais même si c'est pas facile à faire, ce qui sera plus difficile, c'est de réussir le projet ou les projets qui vont en sortir. Et donc là, les projets qui vont sortir, vous allez voir, il y a vraiment des montagnes à déplacer, plusieurs montagnes à déplacer. Et ça, il faut en avoir conscience, de sorte que cette étude ne soit pas simplement une étude de plus où on se dit « Ah, bah, c'est vachement intéressant, et puis qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Voilà. Comme l'a dit Loïc, hein, on a fait un travail de chercher à voir ce qui était possible en matière de relocalisation. Et puis, on s'est dit aussi, il y a des sujets qui ne relèvent pas de la relocalisation, mais tout simplement du développement d'activités nouvelles qui éviteront des délocalisations futures ou des activités nouvelles qui vont venir en complément des relocalisations projetées. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors, avec dans ma présentation donc, une rapide introduction, les principaux résultats. En 2 pages, je vais vous dire à peu près à quoi on aboutit. Ensuite, on a fait un travail intéressant de regarder un petit peu quels sont les enseignements généraux qu'on pouvait trouver ou définir sur les localisations et les relocalisations en général. Et puis, on verra ensuite effectivement des choses tout à fait spécifiques sur la Bretagne. Voilà. Donc la question qu'on nous a posée était, tenait en très peu de mots, hein, quelle relocalisation peut-on envisager en Bretagne? Et on a rajouté, nous, à l'horizon 2030 pour se donner un horizon de temps réaliste, parce que bien sûr, on ne fait pas ce genre de choses en claquant dans les doigts. Et donc, il y a 2 parties dans l'étude que je vais vous présenter. La première partie, donc réflexion générale sur les relocalisations, c'est-à-dire comment on peut analyser des mécanismes de délocalisation, relocalisation, avec 3 dimensions. La première chose, c'est la soutenabilité. On ne peut pas imaginer demain relocaliser en Bretagne des activités qui vont dégrader le capital naturel, alors qu'on sait par ailleurs qu'il faut le restaurer. Le deuxième point, c'est relocaliser des activités qui ne seraient pas compétitives, c'est carrément suicidaire. Donc, il faut maintenir la compétitivité. Et on est dans une économie ouverte, par définition, qui le restera. Donc, le principe n'est pas de faire du protectionnisme, mais d'être très compétitif et de garder une compétitivité forte au niveau mondial de l'économie bretonne. Et puis, comprendre les mécanismes pour pouvoir en tirer des règles qui sont des règles réalistes et qui permettent une stratégie de relocalisation fiable. Ensuite, effectivement, on va se centrer. Donc ça, c'est des règles. Qu'on fasse une relocalisation en Bretagne ou bien dans les Hauts-de-France, ce seraient les mêmes règles. Voilà. Et puis ensuite, on se centre sur la Bretagne. Alors, on nous a demandé de faire un travail sur la Bretagne historique à 5 départements. Et donc, pour ça, on a travaillé avec des données macroéconomiques, les données de l'INSEE, des douanes, des études sectorielles de Bretagne Développement et Innovation, qui nous a beaucoup aidé, des études nationales comme celle de France Stratégie,
sur, par exemple, l'état de l'industrie en France. Et puis après, on est parti sur le terrain rencontrer des dirigeants pour confronter des chiffres avec des réalités concrètes. Et on a étudié 582 secteurs économiques. Donc, vous voyez qu'on a fait un travail relativement fin. Et puis, il y avait des sujets sur lesquels très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à gratter. Donc, on les a mis de côté. Et on a centré notre effort, après un premier tri, sur 188 secteurs. Et c'est là-dessus que je vais vous montrer effectivement les principaux résultats. Les résultats sont exprimés en euros de PIB breton et en emploi, en nombre d'emplois. Et puis, on a également proposé une stratégie de relocalisation, c'est-à-dire comment on pourrait mettre en œuvre une démarche. Sur cette stratégie-là, je serai très rapide à la fin de mon exposé, tout simplement parce que le temps était compté, donc choisir, c'est souffrir un peu. J'ai préféré vous présenter les résultats. La stratégie, de toute façon, elle est à construire, donc ce sont des grandes orientations sous forme de propositions pour tous les acteurs bretons. Alors maintenant, taratata, voici les principaux résultats. Donc en fait, on a une étude qui est très concluante. Très concluante au sens où on a un fort potentiel de développement économique en travaillant effectivement sur des possibilités de relocalisation et de localisation complémentaire, avec à horizon 2030, si on s'y prend bien, un potentiel de relocalisation qui est de l'ordre de 5 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 130 000 emplois, soit 6% de la population active actuelle. Et il y a un potentiel de relocalisation. Alors, si on décompose ça, il y a un potentiel de relocalisation industrielle qui est important. Ça fait à peu près la moitié. Donc, 2,5 milliards d'euros de PIB breton et à peu près 60 000 emplois. Alors, les emplois qui sont ici, je vous donne une petite précision pour la bonne compréhension de ce qui suit. Ce ne sont pas des emplois directs, ce sont des emplois directs, indirects et induits. J'explique un tout petit peu. Lorsqu'une entreprise développe son activité, eh bien, elle a bien sûr des retombées directes sur le territoire. C'est sa valeur ajoutée et sa contribution au PIB, donc, et puis les emplois qu'elle a en propre. Mais l'entreprise en question, elle a des fournisseurs. Et puis les fournisseurs ont des fournisseurs qui ont des fournisseurs qui ont des fournisseurs. Donc en fait, il y a toute une chaîne qui travaille indirectement pour l'entreprise considérée. Et donc, ben ça fait effectivement un qu'on est en train d'étudier. Et puis, l'entreprise et ses fournisseurs payent des salaires aux salariés qui travaillent pour l'entreprise et pour ses fournisseurs. Et avec le salaire, chaque salarié comment dirais-je, loue son appartement, fait son plein d'essence, va chez le dentiste, etc. Et donc, et puis le pompiste, avec son salaire, il va chez le coiffeur et puis il va faire ses courses, etc. Et donc, vous avez toute une irrigation de l'économie du territoire qui est générée par la consommation. Et à nouveau, ça se propage de poche en poche et ça génère effectivement des impacts que l'on appelle des impacts induits. Voilà. Et donc, quand on fait la somme impact direct plus impact indirect plus impact induit, on arrive aux chiffres que vous avez sous les yeux. Voilà. Alors, il y a également un potentiel de localisation, c'est-à-dire de développement de choses qui sont faiblement développées aujourd'hui et qui seraient souhaitables de développer demain chez nous plutôt qu'ailleurs. Voilà. Et donc, on a identifié 4 grands domaines, hein, vous allez voir juste après: l'énergie, les biomatériaux, les biomatériaux et les composites, et puis l'aquaculture au sens large, incluant aussi l'algoculture. On a le plus grand champ d'algues en Bretagne d'Europe. Et puis on pourrait aussi développer les activités de recherche. Tout ça, ça fait 2 milliards de valeur ajoutée, donc 2 milliards de PIB, 50 000 emplois directs, indirects et induits. Et puis vous verrez qu'il y a aussi un potentiel, si on s'y prend bien, de fortement développer le tourisme. Il faut que ce soit accompagné, mais ça représente
en perspective pas mal de nouveaux emplois. Vous voyez, 20 000 nouveaux emplois directs, indirects et induits de plus. Voilà. Donc avec tout ça, ça donne le chiffre global que vous avez là-haut, c'est-à-dire 5,3 milliards et puis 130 000 emplois. Alors, sur la première page, vous avez vu, hein, j'ai arrondi à 100 000 emplois parce que on est sûr de rien, c'est de la projection et donc, bien évidemment, il convient d'être prudent. Mais ça représente dans tous les cas de figure de grosses possibilités. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, maintenant, les thématiques sur lesquelles l'étude aboutit, eh bien, on arrive à des champs d'action, de projets pour ces relocalisations, localisations qui correspondent à 13 grandes thématiques. Alors, premièrement, vous allez voir des relocalisations dans des tas et des tas de secteurs, parce qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui en matière de production locale, de légumes, d'ovoproduits, de pièces en métal, d'emballage, etc. Vous allez voir. Donc ça fait un gros paquet, mais c'est multisecteur. Et puis après, il y a des gros morceaux. On peut faire de la relocalisation dans le secteur aéronautique. Alors, je vous rappelle que c'est la Bretagne à 5 départements avec Airbus en Loire-Atlantique. Voilà. Bien évidemment, vu la situation dans laquelle on se trouve, ce serait plutôt à prévoir pour la seconde partie de la décennie, parce qu'en ce moment, le secteur, il est mal en point, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Une logique de zéro export de déchets. Et donc, sur la droite du tableau, vous avez la liste des emplois que ça représente. Je vais développer tout ça. Hein. Donc, relocalisation, emballage, plasturgie, engins de levage et manutention. On pourrait faire de la Bretagne un leader mondial d'équipementiers agro et agri. On peut envisager des relocalisations sur tout ce qui touche aux technologies de l'information et au numérique, aussi bien hardware que software. Il y a des possibilités de développement fort et à exploiter d'énergie renouvelable. Donc là, on passe aux localisations. On pourrait travailler beaucoup sur les biomatériaux et les composites. On a des fortes compétences là-dessus à développer et un gros potentiel. Il y aurait lieu de booster l'économie bleue et notamment l'aquaculture et l'algoculture, orienter et développer la recherche et puis accompagner la relocalisation touristique. Et c'est comme ça qu'on arrive à plus de 100 000 emplois, comme vous le voyez. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques grands enseignements de ce que cette étude nous a apporté quand on considère les mécanismes de localisation, de délocalisation et de relocalisation en général, indépendamment de la Bretagne. Alors, la première chose, effectivement, c'est relocaliser, d'accord, mais si c'est pour relocaliser des industries polluantes et dégrader encore plus le capital naturel, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, l'étude conclut qu'il faut absolument mettre en place un cahier des charges exigeant sur le plan environnemental pour que les relocalisations ne se traduisent pas par des dégradations environnementales. Vous voyez ici quelques chiffres qui sont effectivement un petit peu préoccupants. Nous savons que nous avons un capital naturel qui est à restaurer, puisqu'on a un taux d'artificialisation des sols en Bretagne qui est supérieur à la moyenne nationale, une surface boisée, c'est un peu lié, qui est inférieure, une qualité des eaux qui est encore insuffisante, etc. Je ne donne pas tous les éléments, vous les avez sous les yeux. Et donc, c'est indispensable qu'on se dote d'un cahier des charges exigeant sur le plan environnemental, accompagnant la stratégie de relocalisation. Maintenant, il y a bien sûr des sous-jacents sur lesquels je passe très vite, qui sont longuement développés dans l'étude, qui font que si on les prend en compte, ça va marcher, puis si on ne les prend pas en compte, ce sera plus difficile. Alors, la première chose qui est très importante et qui passe qui est beaucoup passée sous silence quand on parle de créer des emplois, c'est que une économie ne permet un enrichissement d'une population, où que vous soyez dans le monde, que si elle réussit à générer des gains de productivité. Voilà. L'enrichissement est synonyme de gain de productivité. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Tout le travail que nous avons fait a visé à identifier des activités pour lesquelles la relocalisation était
s'accompagnait de gains de productivité, de sorte que les entreprises relocalisées avaient une compétitivité au niveau mondial qui était tout à fait satisfaisante. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif parce que quand on voit une génération de gains de productivité, la première étape, c'est une étape qui est paradoxale, puisque qui dit gain de productivité dit besoin de moins de salariés pour faire le même travail. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe de l'accordéon en productivité, en gain de productivité, c'est-à-dire que la première étape, c'est vous avez besoin de moins de monde pour faire le même travail. La deuxième étape, c'est que ça vous dégage des ressources pour faire de nouvelles choses. Et le processus d'enrichissement fonctionne comme ça en accordéon tout le temps. Mais si on ne regarde que la première phase, on a le sentiment que le gain de productivité détruit de la richesse, ce qui est complètement faux. Vous voyez par exemple que l'informatisation depuis la fin des années 70 a généré un très très fort enrichissement de tous les pays au niveau mondial, mais la première étape de l'informatisation, c'est que ça a supprimé des emplois manuels. Voilà. Et si on ne regarde que cette première phase de l'accordéon, eh bien on a le sentiment que l'informatisation appauvrit une population, ce qui est absolument faux. Voilà. Alors ensuite, effectivement, il y a une deuxième chose qu'il faut bien intégrer dans le raisonnement, et c'est un sous-jacent de notre étude qui est bien sûr très présent et absolument indispensable, c'est que, comment dirais-je, quand vous avez généré un gain de productivité, donc vous avez créé de la richesse, ça se propage sur un territoire sous la forme de ce que j'ai appelé tout à l'heure les impacts directs, indirects et induits. Et donc, il y a une irrigation. Mais il ne faut pas confondre l'irrigation du territoire avec la génération de la richesse qui est créée. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez, à un moment donné, une empreinte socio-économique, c'est-à-dire tous ces emplois créés qui augmentent, que vous avez nécessairement un enrichissement. Si vous payez des tas de gens pour faire des choses qui ne servent à rien, vous avez l'illusion que vous créez de la richesse, mais ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Et puis, il y a un autre point que vous allez voir dans l'étude qui vient juste après, c'est que dans une économie quelle qu'elle soit, vous avez des secteurs qui tirent l'économie, qu'on va appeler des secteurs locomotives, et puis vous avez des wagons qui participent à la création de richesses, mais qui sont à la remorque des secteurs locomotives. Et bien évidemment, on a besoin des deux. On a besoin des locomotives et des wagons. Mais il est illusoire de vouloir développer des secteurs wagons si les secteurs locomotives ne tirent pas tout l'ensemble. Voilà. Et donc, on va voir ça dans les minutes qui viennent. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que la délocalisation et la relocalisation ne doit pas faire l'objet, de notre point de vue, d'un jugement de valeur, c'est-à-dire délocaliser, c'est mal, et relocaliser, c'est bien. Ça n'a pas de sens. Une entreprise qui, comment dirais-je, délocalise à un moment donné, va générer un gain de productivité pour elle, va augmenter sa pérennité, sa résilience, sa robustesse, va préserver des emplois. Et donc, le principe d'une délocalisation n'est pas mauvais en soi. Voilà. Par contre, effectivement, délocaliser sans réfléchir ou ne pas relocaliser quand on le peut, c'est un très mauvais calcul économique et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Voilà. Alors maintenant, effectivement, vous allez voir que finalement, on a appris plein de choses dans cette étude qui sont des choses très intéressantes que beaucoup de gens ignorent. Le premier élément, c'est que on a beaucoup parlé des délocalisations à fort juste titre, puisqu'il y a eu une explosion des délocalisations à partir de la fin des années 90, mais le phénomène de délocalisation s'est arrêté, s'est stabilisé il y a déjà 10 ans. Voilà. Et donc, depuis effectivement 10 ans, c'est-à-dire depuis la crise financière de 2008-2009, eh ben, on est sur un plateau de délocalisation, ça n'augmente plus, et on a des phénomènes de relocalisation qui sont relativement importants. Alors, vous avez ici en bas de l'écran des entreprises françaises qui ont relocalisé.
et qui ont relocalisé avec succès, c'est-à-dire qui en ont tiré des gains de performance, de compétitivité. Le Jabis, Moby, les skis Rossignols, Kusmiti, Geneviève Létu, etc., etc. Pourquoi? Parce que on a effectivement justement, on a fait des gains de productivité en France qui ont fait que les possibilités de produire de façon compétitive par rapport aux pays émergents ont augmenté. Et puis, dans le même temps, dans les pays émergents, les salaires augmentaient. Et donc, l'écart de prix de production s'est réduit. Vous allez voir ça tout de suite. La deuxième chose, c'est que il y a eu beaucoup de déçus des délocalisations pour des questions de qualité du produit qui ont généré des relocalisations. Et puis ensuite, vous allez le voir tout de suite, dans les délocalisations, il y a aussi beaucoup de coûts cachés que personne ne mesurait vraiment avec précision, des coûts de transport, des coûts de stock, etc., etc. Et quand on fait le calcul global, on se rend compte qu'avoir délocalisé, c'était peut-être pas si intéressant que ça sur le plan économique. Donc le processus s'est arrêté il y a à peu près 10 ans. Et de notre point de vue, les conditions sont réunies maintenant pour que la tendance s'inverse. Alors, notamment pour une raison très, très, très intéressante, c'est que les coûts de production, l'écart de coûts de production entre l'Europe, la France, la Bretagne et puis les pays émergents a fondu comme neige au soleil. Alors ici, je ne parle pas des salaires, je parle des coûts de production, c'est-à-dire la pièce produite à la sortie de l'usine. Dans les années 2000, vous aviez un écart de coût de production entre la France et la Chine, par exemple, qui était de l'ordre de 80%. Donc, ça coûtait 5 fois moins cher de produire en Chine que de produire en France. Et puis, comme je disais tout à l'heure, dans l'intervalle, en Chine, les salaires ont explosé. Et en parallèle, en France, on a fait des gains de productivité. De sorte que si vous regardez effectivement les histogrammes qui sont sur cette page, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un écart de coût de production moyen entre la France et la Chine qui est tombé à 30%. Mais ça, c'est la pièce à la sortie de l'usine. Ensuite, vous devez rajouter les coûts de transport. Vous devez rajouter les coûts de stockage. Et bien sûr, quand vous achetez au loin, vous êtes obligé d'avoir des stocks plus importants. Le coût du stock, c'est quelque chose de très significatif. C'est 10 à 15% du prix du produit. Donc, c'est énorme. Et puis, vous avez aussi d'autres coûts cachés, comme les risques de non-qualité, les risques de rupture d'approvisionnement que nous avons vécu cette dernière année, les droits de douane, etc. Tout ça pour vous dire qu'à la fin du fin, l'écart moyen de coût de production aujourd'hui entre la Chine et la France, par exemple, et dans une moindre mesure, c'est un peu plus entre la Chine et l'Inde, par exemple, eh bien, c'est de l'ordre de 10%, en grosse moyenne. Donc, c'est sûr qu'avec un écart de plus de 30%, c'est difficile d'envisager une relocalisation, entre guillemets, vous ne pouvez pas lutter, mais quand vous avez un écart de 10%, là, ça vaut le coup de regarder, ça vaut le coup de réfléchir, parce qu'il y a encore toute une série de coûts cachés qu'on n'a pas pris en compte. Voilà. Et donc en fait, ça signifie qu'en prenant en compte tous les coûts de production, les coûts de stock, les coûts de transport, etc., on se rend compte que l'équation économique de la délocalisation n'est peut-être pas une équation avantageuse pour l'entreprise bretonne. Alors bien sûr, quand je vous dis ça, c'est une grosse moyenne. On ne doit pas partir du principe qu'il n'y a qu'à tout relocaliser et puis ça va marcher de façon impeccable. Par exemple, j'ai interviewé Valérie Legrette, la directrice générale du groupe Legrette, pour faire cette étude, et elle me disait, en fait, nous, par exemple, quand on importe de la coquille Saint-Jacques du Pérou, on a un prix qui est 3 fois inférieur à celui de la production locale. Et donc, là, vous voyez, on n'est pas sur un écart de 10%. Et donc là, on ne peut pas lutter, il faut continuer d'importer du Pérou. En parallèle, elle m'a dit, de toute façon, ça ne pose aucun problème pour la production locale parce qu'avec les quotas de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, on est au taquet et on importe, on achète en local tout ce qu'on peut acheter et on ne peut pas aller plus loin. Et donc en fait, il n'y a pas de souci par rapport à l'économie bretonne. Mais cela étant dit, quand bien même cette entreprise continuerait d'acheter
au loin, c'est pour une raison de performance économique. Et là, l'écart est trop important pour qu'on puisse envisager des relocalisations. Voilà. Donc, vous voyez, quand on a effectivement… la morale de l'histoire, c'est que quand vous avez un écart de coût de production, tout confondu avec le transport, le stock et ainsi de suite, qui est supérieur à 20-30%, c'est même pas la peine de réfléchir, il faut continuer d'acheter au loin. Mais quand vous tombez en prenant tout en compte à des écarts qui sont inférieurs à 10%, et il y en a plein aujourd'hui, là, on a des possibilités. Bien sûr, c'est dans ce cadre-là que toute notre étude a été conduite, c'est-à-dire quels sont les secteurs pour lesquels on a des petits écarts qui nous permettraient une relocalisation. Et je rappelle en complément que vous avez des tas et des tas de choses qui sont pris, des coûts cachés complémentaires, je n'aurai pas le temps de trop développer ce matin, mais qui effectivement montrent que l'écart se réduit encore. Parce que les coûts de maintenance, les coûts d'utilisation, les coûts de possession, enfin bref. Et donc, on formule une recommandation très forte, pardonnez-moi, dans cette étude, qui est que nous devrions développer en Bretagne des entreprises qui deviennent championnes. Alors, les chefs d'entreprise qui nous écoutent savent de quoi je parle, hein, championnes du total cost of ownership, c'est-à-dire vraiment le calcul de tous les coûts qui sont cachés et qui permettent de savoir ce que coûte l'acquisition d'un produit, d'où qu'il vienne. Voilà. Et donc, or aujourd'hui, globalement parlant, en France, en Bretagne, le TCO, tout le monde en parle et puis personne n'en fait. Donc ça, ce serait un gros progrès pour notre économie de progresser sur le TCO. Et ce n'est pas des techniques de calcul qui sont très compliquées, il faut juste s'y mettre, quoi. Voilà. Alors ensuite, j'attire votre attention sur un autre truc vachement intéressant, c'est que on peut aujourd'hui faire un arbitrage. Et je pense que le moment est venu pour que nous réfléchissions en tant que chef d'entreprise à ce genre de choses, entre la performance économique à court terme, c'est-à-dire maximiser la rentabilité, et puis ou défendre une rentabilité élevée sans aller jusqu'à un ultralibéralisme de mauvais aloi, et la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire la pérennité économique. Et j'introduis ici une notion un peu nouvelle qui est la règle des 10%. Alors j'explique un petit peu. En France, le coût des prélèvements obligatoires sur les entreprises est à peu près de 10% de leur chiffre d'affaires. À nouveau, c'est des grosses moyennes, hein, donc ça peut être différent pour vous. Mais quand vous prenez en compte l'impôt sur les sociétés, toutes les taxes, etc., vous arrivez à peu près à ça. Voilà, 10% de votre chiffre d'affaires. Si une entreprise achète à l'étranger, eh ben, le chiffre d'affaires qu'elle achète se traduit bien évidemment à l'étranger, se traduit par 10% de rentrée fiscale en moins, parce que ce chiffre d'affaires qu'elle achète à l'étranger, sinon il aurait été acheté en France, et donc il aurait donné lieu à 10% d'impôts et de taxes en France. Et donc, avec ces rentrées fiscales en moins, eh bien, ça fait moins de routes, ça fait moins d'hôpitaux, ça fait moins d'écoles, moins de marchés publics, etc. Et donc là, naturellement, évidemment, ça fait un appauvrissement du territoire. Ça relève de l'évidence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui achète de 0 à 10% plus cher ses produits en local, ben, elle va s'appauvrir un petit peu à court terme, bien évidemment, puisqu'elle va acheter plus cher, donc elle aura un peu moins de rentabilité, mais elle s'enrichit à long terme, puisqu'elle entretient son écosystème local. Voilà. Et donc là, on a un phénomène intéressant de vase communicant entre la performance de l'entreprise à court terme et sa pérennité à long terme. Et une façon de l'illustrer qui est très simple, c'est qui voudrait avoir son entreprise en Grèce, dans une économie totalement effondrée, vous voyez? Donc, entretenir par un petit delta de prix la machine publique qui participe aussi à la création de richesse du pays, ce n'est pas une mauvaise idée. Et donc, la conclusion de cette affaire-là, c'est que si votre entreprise gagne convenablement sa vie, c'est-à-dire qu'elle a un niveau de rentabilité, hein, en moyenne, en France, on doit avoir des niveaux de rentabilité qui sont à peu près de 3 à 5% quand tout va à peu près bien, et ben, acheter quelques pourcents plus cher,
c'est un bon calcul économique à long terme pour soi, parce qu'on entretient son écosystème autour et la richesse collective. Voilà. Au-delà de 10%, c'est un mauvais calcul, dans tous les cas de figure. Voilà. Hein, et donc, vous voyez que là, il y a des arbitrages qui peuvent être intéressants à faire. Bien sûr, si vous avez une entreprise qui est vraiment très limite en termes de rentabilité, qui est à 0%, 1%, 2%, ben là, il faut acheter au moins cher, c'est une évidence. Mais quand vous avez un niveau de rentabilité qui le permet, acheter un petit peu plus cher, c'est un très bon calcul. Voilà, un tout petit peu plus cher, c'est un très bon calcul pour vous, mais à long terme. Voilà. Alors maintenant, on vient sur la Bretagne. Donc, on a travaillé bien sûr sur la Bretagne à 5 départements. Alors, ça fait 143 milliards d'euros de PIB, ça fait une population active de 2 millions de personnes. Et en fait, on a épluché tous les secteurs, comme je vous disais tout à l'heure. Alors là, vous avez un tableau. Si je présente chaque chiffre, on y est jusqu'à ce soir. Hein, donc, vous voyez les secteurs, les 15 premiers secteurs d'activité économique en Bretagne, hein, qu'ils soient publics ou privés, administration publique et défense, hein, ça fait 200 000 emplois, dont défense 20 000 emplois, activité pour la santé humaine 122 000 emplois, construction, enseignement, etc. etc. Et puis là-dedans, vous avez les fameux secteurs qui sont des locomotives. Je répondrai peut-être à une question sur comment on fait la distinction entre une locomotive et un wagon tout à l'heure. Et puis des secteurs qui sont wagons. Bon, investir sur un wagon, si la locomotive n'est pas devant, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on a fait le travail et il ressort de ça 4 grands secteurs, ou plus exactement 4 grands agrégats de secteurs qui tirent l'économie bretonne. Voilà, et donc là, vous avez des agrégats de locomotives. Alors, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ça va mieux en le disant. Le premier secteur, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors, si on regarde l'impact direct, ça fait un peu moins de 7% du PIB breton. Et si on regarde tous les impacts indirects et induits, on est à 18%. Voilà. Le deuxième secteur, c'est, comment dirais-je, le numérique et l'informatique. Donc, où on est fort, très fort en Bretagne, hein, 5,2 en direct et 15% du PIB en indirect et induit. Le troisième secteur, c'est le secteur maritime, hors industrie alimentaire et tourisme, pour ne pas compter 2 fois la même chose. Vous voyez qu'on est à peu près au même niveau que pour l'informatique. Et le quatrième secteur, pas loin derrière, c'est le tourisme. Voilà. Donc, avec ces 4 secteurs-là, ou agrégats de secteurs, on a effectivement des informations précieuses sur ce qui permet de tirer l'économie bretonne. On va bien sûr voir qu'il n'y a pas que ça qui nous permet d'envisager des relocalisations. Alors, maintenant, je passe rapidement, mais on a fait un autre calcul qui est un calcul consistant à regarder si l'économie bretonne avait une tendance générale à la délocalisation ou pas. Voilà. Et là, c'est très intéressant, c'est que, en fait, la Bretagne a d'ores et déjà une très forte pratique de l'achat local, puisque vous voyez sur ce camembert, comment dirais-je, les besoins du territoire. Alors, les besoins annuels du territoire, c'est 300 milliards d'euros. Petite précision, parce que vous pourriez être étonné de voir ici un 300 milliards, alors que je vous ai dit tout à l'heure que le PIB, c'était à peu près la moitié. Mais en fait, on n'utilise pas le même agrégat. Ici, c'est de la production et non pas de la valeur ajoutée. Je ne rentre pas trop dans les détails, je répondrai à vos questions si vous voulez. En tout état de cause, donc, on a des besoins qui sont à un certain niveau. Représenté à 46% par l'industrie, 28% par les ménages, etc. Voilà. Et puis, en fait, l'offre locale, c'est-à-dire ce que le territoire produit pour lui-même, c'est 73% du total. Donc, ça veut dire qu'en termes d'achat au loin, la Bretagne, elle fait déjà pas mal. C'est déjà très, très bien, voyez-vous. Voilà. Et donc, malgré tout, on a essayé de voir justement si on ne pouvait pas faire mieux que ce 73%. Alors, avant de venir sur tout ce qu'on peut faire secteur par secteur, on a pris en compte toute une série de paramètres qui sont des paramètres complémentaires qui vont influencer l'analyse que nous avons faite des 188 secteurs dont je parlais tout à l'heure. Alors, le premier paramètre que l'on a pris en compte, c'est l'impact du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, vous savez tous et toutes que c'est une grande catastrophe parce que les 2 degrés dont tout le monde parle, quand on y met le nez un petit peu sérieusement, on voit qu'on va avoir beaucoup de mal à les tenir.
Maintenant, on peut se dire qu'à horizon 2030, l'impact du réchauffement en tant que tel sur l'économie et les dégradations qui vont en découler sera encore relativement faible. Par contre, il va y avoir un effet paradoxal, peut-être positif pour notre économie bretonne, c'est que, vous l'avez déjà constaté probablement, en France, il y a de plus en plus de gens qui l'été ne vont plus sur les côtes méditerranéennes parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Et on a un afflux déjà de touristes en Bretagne tous les ans pour cette raison-là. Voilà. Alors en fait, si vous regardez l'emploi direct du secteur touristique en Bretagne, on est aux alentours de 60 000 personnes par an. Et puis en région PACA, c'est plus de 100 000 personnes. Si vous prenez une petite fraction de cet écart entre le tourisme en Bretagne et le tourisme en PACA, à peu près, on prend quelque chose, on prend une petite moitié, voilà. Et puis bien sûr aussi même un tiers, et puis en prenant, excusez-moi, un tiers, et puis en prenant aussi un afflux de touristes qui viennent de l'étranger, eh bien, on va arriver à générer 20 000 emplois de plus sur une dizaine d'années. Alors 20 000 emplois dans le tourisme, plus 20 000 emplois dans le tourisme en Bretagne, c'est énorme. Des emplois directs, indirects et induits. Et en fait, juste, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que ça ne se fera pas en claquant des doigts, hein, parce que bien sûr, ça veut dire des infrastructures, ça veut dire des capacités d'accueil, d'hébergement saisonniers, ça veut dire plein de choses. Mais là, on a un gisement qui est un gisement important pour effectivement arriver à saisir cette opportunité d'avoir plus de touristes l'été en Bretagne. Voilà. Il y a un deuxième point qui est lié à l'impact de la crise sanitaire. La crise sanitaire, vous avez vu, a généré des tas de prises de conscience que nos économies européennes étaient très fragiles parce que, par exemple, 80% des principes actifs pharmaceutiques viennent d'Inde et de Chine, enfin, en tout cas de l'étranger. Et donc, beaucoup d'entreprises, et le problème n'est pas vrai que pour l'industrie pharmaceutique, en conséquence de quoi, vous avez beaucoup aujourd'hui de grands groupes français qui disent il faut absolument qu'on relocalise pour réduire nos risques opérationnels. Alors c'est rigolo parce que dans les grandes entreprises, on fait ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité. Et puis, dans ces plans, on calcule le risque qu'il y aurait à ce qu'un avion tombe sur le data center et on prend 1 milliard de précautions pour que ça n'arrive pas, avec des doublements de capacités informatiques de droite et de gauche, etc. Et puis, on s'est fait cueillir avec les délocalisations massives. Donc, avoir une task force bretonne qui irait faire un peu de lobbying auprès du CAC 40 pour relocaliser chez nous, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et puis, la deuxième chose liée à la crise sanitaire, c'est qu'on voit de plus en plus de CSP+, de catégories socio-professionnelles supérieures qui quittent Paris pour des régions où il y a un peu plus d'oxygène. Et donc, s'installer à Morlaix, ça fait un peu plus rêver aujourd'hui que de s'installer à La Défense ou à côté ou à Nanterre. Et donc, c'est aussi j'ai discuté avec pas mal de chefs d'entreprise qui disaient nous, on en tient compte parce que si effectivement les talents sont de plus en plus en Bretagne, par exemple, enfin en région en tout cas, peut-être qu'on a plus intérêt aussi, nous, à aller s'installer là où sont les talents. Et donc, ça, c'est une opportunité pour la région. Voilà. On a aussi, je passe sous silence toute l'étude qu'on a fait sur l'impact du Brexit, parce qu'il fait très mal sur certains secteurs, mais il fait du bien sur pour l'économie bretonne, nous semble-t-il légèrement négatif, mais pas trop. Voilà. Alors maintenant, je viens sur l'analyse détaillée pour vous montrer un peu comment on a calculé tous les chiffres que je vous ai donnés en début d'exposé. Le travail, ça a été de regarder, bien sûr, toutes les importations et toutes les exportations pour les 500 secteurs dont je parlais tout à l'heure sur les 5 départements bretons. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a regardé effectivement les secteurs pour lesquels l'import est important.
On se dit naturellement, ben, on va chercher à relocaliser là où on importe beaucoup, mais on a sélectionné des secteurs où il y avait aussi des exportations importantes. Pourquoi? Parce que s'il y a des exportations importantes, ça signifie qu'on a une capacité de production en Bretagne. Si vous importez beaucoup, mais vous n'exportez rien, ça veut dire que vous n'avez pas le secteur est atrophié ou inexistant en Bretagne, et donc ça veut dire que la stratégie de relocalisation amènerait à partir de zéro. Et donc, ça veut dire des risques énormes, des investissements considérables, etc. Donc, il vaut mieux capitaliser sur ce qu'on sait déjà faire. Voilà. Ensuite, on a séparé les secteurs B2B, c'est-à-dire les entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises, et les secteurs B2C, des entreprises qui vendent à des consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de convaincre une entreprise d'acheter de l'autre côté de la rue que de convaincre un consommateur d'acheter local. Parce que déjà, les consommateurs sont beaucoup plus nombreux. Et puis ensuite, il y a des habitudes de consommation qui sont des habitudes qui sont difficiles à faire changer avec tout le matraquage marketing qui fait qu'on veut absolument acheter la marque machin, etc. Voilà. Donc, il y a une décote des possibilités de relocalisation sur les biens de consommation. Et puis ensuite, on a établi un indice de faisabilité des relocalisations par secteur. Et puis, on a rencontré plein de gens qui nous ont dit « ouais, mais ça, c'est une fausse bonne idée, donc oubliez, et puis ça, c'est une bonne idée, allez-y ». Voilà. Et puis, on a fait le travail que j'indiquais tout à l'heure, de dire « bon, ben là, sur ce secteur-là, il y a du potentiel ». Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans tous les détails, mais vous voyez donc les calculs que nous avons faits avec, par exemple, produits pharmaceutiques de base. Tous les ans, en Bretagne, on importe pour 365 millions, on achète pour 365 millions, mais on exporte pour 154 millions. Et donc là, effectivement, il y a des possibilités très importantes, potentiellement, alors que dans d'autres secteurs, c'est beaucoup moins évident. Bref. Si on regarde effectivement la partie potentielle de leur relocalisation industrielle, on tombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire 60 000 emplois et même un peu plus. Et je vous donne quelques éléments de synthèse par rapport à ça. On peut faire plein de choses. On peut faire vraiment plein de choses. Les produits alimentaires intermédiaires, c'est-à-dire des tas de produits qui sont achetés pour être inclus dans des préparations d'entreprises bretonnes, on les achète beaucoup à l'extérieur de la Bretagne. Or, ce sont des produits qu'on pourrait acheter en Bretagne. C'est tout à fait envisageable. On importe pas mal de légumes, on importe pas mal d'ovoproduits, c'est-à-dire des œufs et des produits dérivés des œufs. On importe des emballages, carton, plastique, métal. On importe du lait, du beurre, du sel, etc. Et donc, dans toutes ces catégories-là, il y a des possibilités. Par exemple, tous les ans, on importe pour 88 millions d'euros de légumes. 30% du poulet breton est importé, qui est consommé en Bretagne. Et vous voyez donc que là, on se dit, scrogneux quand même, il n'y a pas d'écart de prix significatif. Et là, on aurait des possibilités. On arrive à la conclusion qu'il y a 7 secteurs qui sont des secteurs sur lesquels il y a un gros potentiel. Alors, le secteur aéronautique, comme je disais tout à l'heure, attendons un peu parce que pour l'instant, il est sinistré, mais on a des tas de possibilités et on a des savoir-faire très importants en Bretagne. Moi, j'ai appris pendant l'étude qu'on fabriquait des avions électriques du côté de Vannes. Vous voyez, donc là, il y a vraiment des possibilités. La réinternalisation du traitement des déchets. Tous les ans, on vend nos déchets à l'étranger pour 300 millions d'euros. Voilà, on pourrait les traiter en local. Ça s'appelle de mémoire, attendez que l'économie circulaire, voilà, c'est ça. Ensuite, la relocalisation de la filière emballage, parce que bien sûr, toute l'industrie agroalimentaire emballe beaucoup de tous ces produits, ce qui est normal, et on achète du papier, du carton, du plastique, du fer. Là, il y a des possibilités. Mais par exemple, on n'a pas pris pour option de relocaliser le verre, parce que le verre, c'est de l'industrie très, très lourde, avec des investissements colossaux. Et là, il n'y avait pas moyen d'envisager de la production de verre en Bretagne. Donc ça, on a laissé de côté. La fabrication d'éléments en plastique, donc il y a des possibilités de plasturgie qui sont significatives. Dans le domaine des engins de levage et manutention, dans le domaine des équipementiers de l'agroalimentaire et à la fois des lignes de fabrication
pour les usines et les ateliers et pour l'agriculture, hors tracteurs, parce que les tracteurs, on ne peut pas lutter. Voilà. Et on a aussi des possibilités de relocalisation importantes dans le domaine de l'IT, hein, donc tout ce qui est électronique, informatique, électronique embarquée, etc. On est très fort en Bretagne et on pourrait aller plus loin. Voilà. Donc rien qu'avec ça, on fait 40% des 60 000 emplois dont je parlais tout à l'heure. Et donc, bon, là, je vais passer vite, hein, mais vous aurez tout ça dans l'étude. Vous voyez comment on a fait. Vous avez à chaque fois le montant à importer, le montant exporté, le rapport import-export qui nous a servi, l'indice de faisabilité et les commentaires des experts qu'on a rencontrés. Voilà, voilà, voilà. Je passe vite, hein, sinon tout le monde va s'endormir. Et puis, je termine en présentant aussi un travail qu'on a fait complémentaire sur l'énergie, excusez-moi, sur les localisations. Et donc, là, ce n'est pas des choses qu'on relocalise, mais c'est des choses qu'on peut développer, qu'on a intérêt à développer, sinon d'autres le feront à notre place et on achètera à l'étranger. Alors, premièrement, les énergies renouvelables, gros potentiel. Avec les projections de tout ce qui est prévu aujourd'hui, on a 18% d'énergie renouvelable produite sur le territoire à horizon 2030, alors que l'État prévoit 32%. Donc, on est en dessous de ce qu'il faudrait. Et avec ce qu'on a prévu, on a une création, un delta d'emplois direct, indirect et induit de 30 000 emplois. Donc, ça vaut le coup de se baisser. Voilà. Ensuite, sur les matériaux, là, on a une possibilité de 6 000 créations d'emplois, mais c'est très en dessous, c'est des calculs plutôt prudents, et c'est en dessous de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Sur les matériaux, c'est plutôt les matériaux biosourcés, et ce sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup à faire, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'aurais peut-être des questions. Sur l'aquaculture, l'aquaculture, c'est un sujet sur lequel on piétine depuis, allez, je vais dire depuis 30 ans. Hein. Et donc, on a un potentiel là-dessus, certainement pas facile à exploiter, mais il est énorme, et l'algoculture est dedans. Et puis, on peut faire mieux aussi en matière de recherche. Voilà. Et tout ça, ce sont des locomotives, hein, ce ne sont pas des wagons. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a de nouveau un petit 50 000 emplois qui sont à développer sur les 10 ans qui viennent. Alors, notre étude, je le précise pour ne pas non plus donner que des signaux positifs, hein. Il y a des secteurs qui sont des secteurs à fort potentiel, et c'était notre commande, donc on s'y est tenu. Maintenant, pour avoir un bilan global de ce que pourrait connaître en matière de développement l'économie bretonne dans 10 ans, il faudrait aussi étudier les secteurs en déclin, parce que c'est la vie de l'économie, et ça, on ne l'a pas fait. Voilà. Alors maintenant, pour la stratégie territoriale de relocalisation, j'espère que je n'ai pas été trop long. En fait, là, il y a un gros… Enfin, la montagne à déplacer, ce n'est pas l'étude qu'on a faite, hein, c'est sa mise en œuvre. Je pense que tout le monde en est conscient. Et donc, si vous voulez, là, il y a un programme à 10 ans qui est à construire et qui est un programme compliqué, complexe. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment une union de toutes les forces. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté, effectivement, que le tissu des entreprises bretonnes se regroupe et s'y mette. Et vous voyez, par exemple, imaginons, hein, moi je suis un producteur d'emballage en carton. Qu'est-ce que je vais venir créer une usine en Bretagne si y a une entreprise bretonne qui me dit ouais, je t'achèterai tes produits. Je vais dire d'accord, mais ça me fait une belle jambe. Si j'en ai 25 qui me le disent, ou 10 qui me le disent, là je dis ok, d'accord, là je viens. Bon, donc ça veut dire qu'il faut un regroupement. Il faut un regroupement des acteurs privés, il faut aussi un partenariat étroit avec les acteurs publics. Et donc, tout ça, ce sont des opérations qui, bien évidemment, ne peuvent pas se faire en ordre dispersé. Alors, en fait, on a tout un chapitre dans l'étude là-dessus avec 3 thèmes. Premièrement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en matière de cahier des charges environnementales pour avoir un préalable à la relocalisation
qui permettent de ne pas dégrader le capital naturel breton. Deuxièmement, il y a plein de blocages de partout qui existent et qui font que, avec la meilleure volonté du monde, la montagne qui a déplacé pourrait accoucher d'une souris qui ne bouge pas. Et puis, dernièrement, bien sûr, le rôle et la synergie entre tous les acteurs du territoire. Et donc, bien sûr, le MEDEF, Produits en Bretagne, la région, etc., etc. Donc là, il y a un gros boulot. Hein. Voilà. Et juste pour terminer sur le point numéro 2, c'est-à-dire les points qui sont potentiellement bloquants. Voilà, je cite l'une des personnes que j'ai interviewées, Denis Lambert, qui est le président de LDC, donc vous savez, la marque Le Gaulois, etc. Donc comment dirais-je, des produits de l'aviculture. Il me dit pendant l'entretien, demain, je peux recruter 500 techniciens de maintenance dans mes usines. Alors, il en a partout dans le monde, hein, donc ce n'est pas qu'en Bretagne. Voilà. Et on a créé une école low-tech pas très en Bretagne, à côté à Guingamp. Voilà. Donc, il me dit, tiens, bah, votre école low-tech, là, elle m'intéresse. Et nous, c'est ce qu'on fait déjà en interne, c'est-à-dire que faute d'électriciens, bah, on forme des ARPET, c'est-à-dire des assistants électriciens. Et les chômeurs ne sont pas au bon endroit et on a un mal de chien à recruter. Et c'est vrai pour plein de métiers. Et là, on a un écart monstrueux. Je pense que tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent en sont parfaitement conscients. Vous avez sur la droite de cette page les emplois en tension pour la seule ville de Lorient. Et donc, vous voyez effectivement qu'il y a plein de choses, plein de postes qu'on n'arrive pas à pourvoir. Donc, ce fossé qu'il y a entre une demande d'emploi qui est importante et une offre d'emploi qui ne trouve pas satisfaction est un sujet qu'on traite un petit peu dans l'étude, mais qui serait un sujet à part entière. Et donc, ça, c'est un des freins puissants à desserrer pour effectivement arriver à ce que tous les emplois qui seraient générés par les relocalisations trouvent preneur au niveau de la population des demandeurs d'emploi. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, maintenant, je réponds à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. On a quelques questions déjà qui ressortent dans le chat que je vais relayer. Donc, n'hésitez pas en tout cas à avoir des questions, à mettre vos questions dans le chat, on les regarde. Première question qui a été posée, quels ont été les critères qui ont conduit de 582 secteurs identifiés à 188 étudiés plus précisément? Alors en fait, donc, ça va, il y a eu un écho là. Non, c'est juste moi qui toussais. Ah d'accord. Arrête de tousser. Bon. Alors en fait, donc les critères, c'est s'il n'y a pas. Le premier critère, c'est s'il n'y a pas de matière du tout. C'est-à-dire, il y a des secteurs sur lesquels il y a comment dirais-je, il y a une production locale qui satisfait la demande locale et on n'importe rien. Donc là, on n'a pas été chercher plus loin. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est strictement l'inverse. C'est-à-dire, on importe tout. Voilà, on apporte tout et c'est le nez au milieu de la figure que se dire « ah ben tiens, on va faire ça maintenant en local », ça relève de l'évidence que c'est peine perdue. Vous voyez, tout ce qui est par exemple production pétrolière ou ce genre de produits où les matières premières ne sont pas là. Vous l'avez aussi, par exemple, dire, tiens, demain matin, on va se mettre à fabriquer des smartphones en Bretagne, une usine qui va concurrencer Samsung et Apple. C'est un petit peu casse-gueule quand même. Donc, en fait, voilà, sur ces critères-là, on a éliminé beaucoup de secteurs où c'était évident qu'on n'avait aucune chance de trouver des possibilités de relocalisation. Et puis ensuite, on a donc travaillé sur un peu moins de 200 secteurs
Et là, on a commencé à creuser. Et quand on a creusé les 200 secteurs, on a trouvé également qu'il y avait des sujets pour lesquels il n'y avait pas moyen, alors que les chiffres étaient encourageants. Je vous prends un exemple. Alors, vous allez le trouver dans l'étude, peut-être je me trompe parce que je n'ai pas les chiffres des 200 secteurs en tête, mais tous les ans, on importe à peu près pour 300 millions en Bretagne, je crois que c'est 300 millions, hein, comment dirais-je, d'huile et de graisse, et on exporte pour 200 millions d'huile et de graisse. Donc là, on se dit, on en importe beaucoup, donc on pourrait sûrement faire mieux. Et puis, on en exporte beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un outil de production qui existe en Bretagne et qu'il suffirait, il n'y a qu'à Faucon, qu'on pourrait développer un petit peu. Donc, huile et graisse, c'est un sujet. Et donc là, on a gardé ça dans les 188 secteurs. Et puis après, on est parti sur le terrain. Et puis sur le terrain, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris d'une part que ce qu'on achète, c'est de l'huile de palme et puis des tourteaux de soja. Voilà. Alors ça, l'huile de palme en Bretagne, ça va pas être facile. Et puis des tourteaux de soja, il y a toute une série de travaux en ce moment qui sont en cours pour trouver des substituts aux tourteaux de soja pour l'alimentation animale, mais on n'aura pas trouvé la formule magique demain matin. Donc on va continuer d'acheter des tourteaux de soja un petit moment. Et puis, ce qu'on exporte, c'est des graisses animales, notamment de la graisse de porc. Bon, alors, on ne peut pas substituer l'un par l'autre. Et donc, sur huile et graisse, on a dit ça, on ne va pas pouvoir faire. Et donc, on l'a sorti. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais on pourrait envisager, le cas échéant, des alternatives à l'huile de palme. Ah oui, d'accord, mais enfin, vous voyez, là, ça nous amène très loin et on n'a pas été jusque-là parce que, bien sûr, sinon, je ne serais pas en train de vous présenter le résultat, je serais encore en train de faire l'étude. Merci pour cette réponse. Il y a une autre question sur la délocalisation, la relocalisation liée au travail. Quelles sont les opportunités et les menaces pour la Bretagne, sachant que c'est une nouvelle tendance qui est à prendre en considération? Alors, je pense que, à nouveau, hein, si on s'y prend bien, il y a vraiment une grosse réserve sur ce que l'on va être capable de faire dans les années qui viennent en matière de mise en œuvre d'un plan de relocalisation. Et le plan dont je parle, c'est évident qu'il sera différent de ce que je vous ai présenté ce matin, parce que l'enfer est dans les détails, il faut creuser, il y a des choses intéressantes qu'on n'a pas vues, il y a des choses qu'on a vues, puis finalement ce ne sera pas intéressant, peu importe. Mais ça, c'est la grosse réserve, c'est mettre en œuvre le plan, gros boulot devant nous. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, tous les clignotants sont ouverts. C'est-à-dire que vous avez des écarts de coûts de production qui ont fondu comme neige au soleil. Donc, il y a des possibilités de faire de la relocalisation compétitive qui sont très importantes. La question, en fait, c'était, excusez-moi, Monsieur Futek, oui. c'était par rapport au télétravail, en fait. Ah, pardon. C'est moi qui me... Alors, vas-y, repose la question du coup, parce que je n'étais pas parti là-dessus du tout, je n'avais pas entendu télétravail. Non, c'est moi. Les délocalisations et les relocalisations liées au télétravail, quelles opportunités ou menaces pour la Bretagne, et notamment par rapport au contexte actuel? Alors, je pense que sur le télétravail, il faut être prudent. Parce que, bien évidemment, on connaît en ce moment un télétravail qui est massif, mais personne ne sait très bien dire comment ça va se passer une fois qu'on sera sorti de la crise. Moi, je me dis personnellement, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, qu'il y aura une tendance à repartir à fond la gamelle. Voilà. Il est évident que l'activité en télétravail va rester soutenue. Ça, il n'y aura pas un retour à l'original, et c'est évident pour tout le monde, mais je ne suis pas sûr que le télétravail reste aussi généralisé à long terme qu'il l'est en ce moment, donc il va y avoir quand même un mouvement de reflux important. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense, mais je n'ai pas bien étudié la question, je pense que le télétravail est une opportunité pour la Bretagne, très sincèrement. Pourquoi ?
Eh ben, premièrement, parce que le territoire est très attractif. Donc, on a la chance d'avoir un très beau pays et c'est un pays où il fait bon vivre. Et effectivement, dans une période de 10 ans qui viennent, on va avoir plutôt une amélioration des températures, mais sans trop en souffrir encore. On en souffrira pendant la deuxième moitié du siècle. Donc en fait, ça veut dire effectivement une tendance à venir s'installer en Bretagne qui est très importante. Vous le notez au passage en ce moment parce que l'immobilier breton va bien, il y a des demandes de partout qui sont importantes. Et donc, le télétravail vous permet de travailler pour une entreprise parisienne ou pour une entreprise marseillaise alors que vous êtes à Lorient ou que vous êtes à Vannes. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt une tendance favorable. Et le mouvement je disais tout à l'heure, de CSP+, de cadres, de jeunes couples qui, quand ils ont des enfants, veulent quitter Paris, est un mouvement significatif en ce moment. Donc, je pense que c'est plutôt favorable. Le télétravail sert la Bretagne à cet égard. Ok, merci pour cette question. Le potentiel de relocalisation touchera différemment les territoires. Les disparités peuvent-elles s'en trouver gommées ou au contraire encore creusées, d'après vous? C'est une très bonne question. Et franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comme nous sommes sur des relocalisations, il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel de relocalisation industrielle. On l'a vu, hein, beaucoup de choses sont possibles. Assez naturellement, des entreprises se relocalisant auront tendance à s'implanter dans des écosystèmes où il y a beaucoup de choses à proximité, c'est-à-dire plutôt pas trop loin des grandes villes. Donc, je pense quand même que la tendance sera au renforcement comment dirais-je, au développement des villes, des grandes et des moyennes villes bretonnes. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais je dirais plutôt ça. Et donc, ça veut dire une réindustrialisation massive du centre-Bretagne du fait des relocalisations me paraît pas si évidente que ça. Ok, merci pour la réponse. On a une autre petite question. Il y a beaucoup de questions qui arrivent dans le chat, donc c'est très bien, je les prends au fur et à mesure. La notion d'importation signifie-t-elle importer hors de Bretagne ou hors de France? Alors non, là, les chiffres que je vous ai donnés, comment dirais-je, ce sont des chiffres, effectivement, des importations en Bretagne. Hein, c'est la Bretagne qui importe des produits, effectivement, tous les chiffres que nous ont donnés les douanes, ce sont des chiffres d'importation depuis des pays étrangers. Donc, et par contre, quand on a effectivement rencontré les acteurs du terrain, on a aussi posé des questions sur ce qui était acheté hors de Bretagne en France. Voilà. Donc, on a tenu compte de toutes les importations depuis le reste de la France, mais les chiffres sur lesquels nous nous sommes basés au départ, ce sont effectivement des chiffres d'importation en Bretagne depuis l'étranger. Ok, merci pour la réponse. Avez-vous pris dans l'étude les marchés immatériels comme celui de la compensation carbone relocalisée? Non, on n'a pas pris en compte ce genre de la question mériterait d'être précisée parce que en fait le principe de notre travail effectivement ah oui, ça y est, j'ai compris, excusez-moi, j'ai compris. Non, on l'a pas pris en compte. Oui, on n'a pas pris en compte, c'est-à-dire je reformule la question. J'imagine que la personne qui a posé la question dit en substance, la compensation carbone se fait beaucoup par de la replantation de forêts dans des pays étrangers.
il y a tout un débat là-dessus d'ailleurs, hein, parce que la compensation, ça peut être une solution de facilité. Mais quoi qu'il en soit, se fait beaucoup par de la replantation dans des pays étrangers. Et en fait, on pourrait très bien effectivement faire de la compensation carbone par de la replantation d'arbres en Bretagne. Voilà. Et donc, non, ce point n'a pas été pris en considération, non pas parce qu'il n'est pas important, c'est très, très important, mais parce que même avec une activité massive dans ce domaine-là, on aurait une variation d'emplois créés qui serait quand même assez faible. OK. Pouvez-vous préciser comment vous avez procédé pour estimer le potentiel de production pour les produits non encore inventés, comme par exemple des produits biosourcés en substitution des produits pétrosourcés ou les débouchés nouveaux des algues, par exemple? Alors en fait, là-dessus, on a fait deux choses. On a, comment dirais-je, d'un côté, on a discuté avec les acteurs du terrain et on a effectivement considéré un certain nombre d'activités que nous aurions intérêt à développer sur le territoire parce que, objectivement, il y a un potentiel économique qui est important. Sur l'économie hydrogène, on n'a pas de fabricant d'électrolyseurs en Bretagne. Voilà. Et donc ça, on aurait la possibilité d'avoir une localisation, là, il ne s'agit pas de relocaliser, on aurait la possibilité d'avoir une localisation puisque on est en train de développer une filière et pour l'instant, il y a des chaînons manquants sur la filière. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on a regardé. Après, effectivement, il y a des sujets sur lesquels comment dirais-je, le potentiel nous paraît énorme. Je vous prends un exemple. On sait très bien que dans les années qui viennent, mettons dans les 20 ans, on va avoir un gros problème avec le sable. Alors, c'est des choses dont personne ne parle, hein, mais on extrait des fonds marins un tonnage de sable tous les ans qui est 9 fois supérieur au tonnage de pétrole qu'on extrait du sous-sol. Voilà. Et le sable est en voie de raréfaction très rapide et il y a des mafias du sable au niveau mondial et c'est vraiment une grande question. À telle enseigne que des études très sérieuses nous indiquent qu'à horizon 2100, on risque de n'avoir plus de plage. Et ça vient du fait aussi que le sable qu'on peut utiliser pour fabriquer le béton, c'est du sable qu'on trouve dans les fonds marins, donc c'est des sables alluvionnaires, et on ne peut pas utiliser le sable du désert parce que, bon, pour des raisons techniques et chimiques que je ne maîtrise pas bien, enfin peu importe. Et donc en ce moment, il y a des travaux, notamment en Bretagne, sur comment dirais-je, la fabrication de nouveaux bétons à base de chanvre ou bien à base de miscanthus. Le miscanthus est un arbuste qui est très intéressant, qui a plein de propriétés. Et donc là, on a effectivement potentiellement des possibilités énormes, vraiment énormes en Bretagne. Par contre, ce qu'on a fait, excusez-moi, ma réponse est un peu longue. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas dit « Ah ben dis donc, c'est vachement bien, il y a des grosses possibilités en algoculture ou bien en fabrication de nouveaux bétons, donc on va mettre le paquet là-dessus. » Pas du tout. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pris toutes les informations publiées sur des projections à 10 ans de sectorielles qui existaient déjà, que ce soit sur la filière bois, que ce soit sur les énergies marines, que ce soit sur les énergies renouvelables, que ce soit sur les biomatériaux, etc., ou les biocomposites. Et on a pris des chiffres prudents par rapport à ce qui était publié. Voilà. Et donc, ça veut dire que dans certains cas de figure, vous avez des petits chiffres. Par exemple, développement de l'aquaculture et de l'agroculture, le chiffre est tout petit, mais ce sont des chiffres qui existent déjà. C'est-à-dire, on s'est dit, ben, ça, on devrait pouvoir le faire. Et notamment, on a constaté que sur certaines études, vous aviez des chiffres qui avaient été annoncés il y a 10 ans, puis qui n'ont absolument pas été tenus.
Et donc, on se dit, bon, ben, on n'y est pas arrivé au cours des 10 dernières années, mais comme le potentiel est là, eh bien, en prenant une fraction de ce qui était espéré il y a 10 ans et en le projetant sur les 10 ans qui viennent, ça devrait être jouable. Voilà. Ok, merci. Ça réagit dans le chat sur la question du sable, notamment, qu'il y a des alternatives qui ont été développées à base de sédiments marins, notamment du côté de l'Agnon. Ah non, c'est pas ça, c'est pas. Voilà, qu'il y a eu des alternatives, en tout cas, qui sont développées. Pour continuer les questions, il y avait une autre question, c'était vos idées pour faire rencontrer dès demain l'offre et la demande d'emploi. Vous indiquez qu'il y a des métiers en tension. Alors ça, c'est vraiment, c'est à mon point de vue, si vous voulez, c'est l'un des problèmes majeurs. C'est-à-dire que là, on a une problématique qui est considérable. Ce fossé qui existe, c'est pas propre à la Bretagne, hein, vous le savez, je pense que tout le monde le sait, cet écart avec des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et des demandeurs d'emploi qui trouvent pas de boulot. Il y a là-dedans, vraiment, c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet et j'identifierai au moins, sans aucune prétention d'être exhaustif, j'identifierai au moins 3 gros paramètres. Voilà, il y en a sûrement plus que 3. Le premier paramètre, et là, c'est pour ça que le travail à conduire est un travail avec les acteurs publics et privés de façon indispensable, c'est un travail effectivement très ajusté, très concerté sur les politiques de formation. On a effectivement un problème d'adéquation entre la demande de compétences et les compétences des demandeurs d'emploi. Donc, le travail autour des politiques de formation, qui sont plus particulièrement financées par la puissance publique, est un travail important et il n'y aura jamais assez, à mon point de vue, de proximité entre les entreprises et le conseil régional, par exemple, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, quand je dis il n'y aura jamais assez de proximité, la proximité, elle est là, et la synergie est très forte, hein, par exemple, entre Produits en Bretagne et le conseil régional, mais plus on ira loin dans cette proximité, mieux ce sera. Premièrement. Deuxièmement, il y a un travail comment dirais-je, de marketing, si vous voulez, parce que on ne va pas y revenir, mais vous avez peut-être vu tout à l'heure quand je prenais sur le seul pays de l'Orient les emplois qui trouvent pas preneurs, les emplois en tension, vous avez beaucoup d'emplois qui sont considérés comme pas très sexy. Voilà. Et donc le marketing sur les emplois en question est également un point important. Et puis après, alors moi, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je vous l'avoue, compte tenu de l'école qu'on a créée à Guingamp. Il y a un troisième phénomène, c'est que vous avez une part importante de la population des demandeurs d'emploi qui, comment dirais-je, a perdu malheureusement beaucoup confiance en elle et qui se sent quasiment incapable de tenir un job dans une entreprise. Et là, il y a un problème psychologique. Et ce problème, on n'en parle pas assez à mon avis, il faut vraiment le traiter en tant que tel. Et donc, il faut imaginer des parcours de retour à l'emploi qui sont des parcours à étapes, avec un escalier. C'est-à-dire, je franchis une première étape, puis je franchis une deuxième étape, etc., etc. Dans cette affaire-là, les emplois saisonniers et les contrats à durée déterminée sont des alliés du retour à l'emploi. Parce que j'ai découvert ça et c'est incroyable, le CDI peut faire peur pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps. Et donc, et je pense par exemple que comment dirais-je, tous les emplois saisonniers liés au tourisme sont des bons tremplins de retour à l'emploi. Donc là, il y a une mayonnaise complexe à traiter pour effectivement réduire ce fossé entre l'offre et la demande, mais en ayant parfaitement conscience, et tout le monde a conscience de ça, je pense que l'affaire n'est pas simple du tout.
Tout à fait, c'est un vaste sujet sur lequel Produits en Bretagne travaille également. Pour rebondir sur le thème de l'emploi, il y a une personne qui s'interroge si vous avez une idée du potentiel d'emploi du secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, vous voyez, typiquement, c'est un sujet qu'on n'a pas traité. Hein, vous l'avez bien noté, on ne l'a pas traité du tout parce que ça ne faisait partie de la commande. N'en déduisez surtout pas que ce n'est pas un sujet très important et qu'il ne faut pas y aller à fond. Hein. Mais la commande que nous avions, c'était une commande de relocalisation. Voilà. Et donc là, il n'y a pas matière à relocaliser, c'est-à-dire qu'il y a un champ très important de, comment dirais-je, de rénovation thermique de l'immobilier, évidemment, qui est un champ complémentaire et qui vient se rajouter à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On m'avait dit une autre fois, par exemple, j'avais fait une présentation de cette étude en petit comité avec votre éminent président et avec le président du conseil régional et avec également le président d'Arkea, etc. Bon, enfin bref, tous les grands chefs à plumes. Et donc, j'avais fait et on m'avait demandé à cette époque-là, mais tu parles pas des services et du développement des services. Ben non, parce que bien évidemment, pour l'essentiel, là, il n'y a pas matière à relocalisation. C'est des choses, effectivement, qui, comment dirais-je, qui se font sur place. Il n'y a pas beaucoup de délocalisation de services, enfin, il y en a, mais il y en a peu. Et donc, en fait, sur beaucoup de ces sujets-là, quand il y a importation, c'est pris en compte hein, dans les statistiques des douanes, mais c'est vrai que par voie de conséquence, tout ce qui est marché local et tout ce qui est service développé en local, il y a matière à développer, mais c'était hors cadre pour notre étude. Ok, toujours sur ce thème de l'emploi, de la formation, est-ce que vous avez intégré dans l'étude la localisation des formations permettant de former tous les travailleurs de ces métiers relocalisés et de garder nos jeunes et les actifs sur le territoire? Alors non, justement, ça c'est quelque chose qui est devant nous, hein, c'est-à-dire que dans le chapitre sur comment on fait maintenant de l'étude, on ne fait que jeter les pistes de thématiques sur lesquelles il faut travailler, et ça nous ramène à la discussion que nous avions précédemment, c'est-à-dire effectivement, on peut avoir mis en place un plan magnifique de relocalisation qui marche ou qui est prêt à marcher, et tout va très bien, et c'est génial. Et puis le plan, effectivement, échoue parce qu'il n'y a pas de fuel pour mettre dans le moteur, quoi. Donc on a un très beau moteur et puis on n'a pas l'essence. L'essence, c'est le capital humain. Et donc sur le capital humain, on en revient à ce qu'on disait précédemment. On énonce un certain nombre de pistes, mais on ne les creuse pas. Vous avez la Bretagne, c'est dans l'étude, hein, la Bretagne est championne des Bac+2. Voilà. On a certainement, pour une partie, besoin d'avoir une quantité de Bac+5 supérieure dans la pyramide des compétences. Voilà. Il y a ça. Et puis, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, bien choisir les formations en fonction des filières d'avenir, en fonction des filières à relocaliser, comment dirais-je, etc., etc. Donc, on a énoncé les pistes, mais on n'a pas creusé le sujet parce que ce serait une étude à part entière et c'est une étude d'une grande complexité. Voilà. Tout à fait. Il y a justement un commentaire en relation avec cette réponse où l'articulation col blanc, col bleu est clé dans l'analyse des risques et des opportunités de délocalisation et de relocalisation d'activités tertiaires ou manufacturières. Alors, vous pouvez reprendre un peu c'est plutôt une remarque pour moi, ça. C'est plutôt une remarque, tout à fait. Ce que je dis, oui, c'est vrai. Ça fait bien parce que la remarque est apparue 2 fois. D'accord, oui, je suis d'accord.
suis d'accord. Oui. Il reste 5 minutes de questions, donc je vais choisir deux dernières petites questions. En tout cas, il y a beaucoup de retours comme quoi c'était une présentation très intéressante et de qualité, donc c'est intéressant. Là, il y a une question. Quand vous parlez de localisation, relocalisation, incluez-vous les centres de décision? Je pense notamment aux secteurs très réglementés qui nécessitent des investissements immatériels importants, d'où les stratégies mondialistes comme la santé, par exemple. Ben, c'est une question assez complexe. On a essayé, bien sûr, et puis c'est probablement très imparfait, on a essayé d'en tenir compte au maximum. C'est-à-dire que deux points par rapport à ça sur lesquels je suis passé vite. Le premier point, c'est que vous avez effectivement des centres de décision qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas en Bretagne, mais qui concernent l'économie bretonne. Alors, je fais un petit développement là-dessus que je n'ai pas traité tout à l'heure par manque de temps, enfin, je n'ai pas tout traité, hein. C'est que la France, au cours des 20 dernières années, ou même peut-on dire presque des 30 dernières années, a été une championne des délocalisations. Championne des délocalisations, pourquoi? Parce qu'on a un secteur de comment dirais-je, un secteur de la GMS en France qui est, là je parle de la France, hein, je ne parle pas de la Bretagne. On a un secteur de la GMS en France qui est très puissant. C'est plus vrai aujourd'hui, mais quelques années en arrière, Carrefour était le numéro 2 mondial, hein, de la grande distribution. Et parce que donc on a un secteur de la GMS en France qui est par exemple plus puissant que celui de l'Allemagne. Et puis la deuxième chose, c'est que les boîtes du CAC 40 sont parmi les plus grandes entreprises mondiales. Et ça, c'est à la fois une grande force de la France, c'est-à-dire qu'on a des entreprises en France qui sont leaders dans leur domaine, et on a des entreprises en France, on ne le dit pas assez, qui sont leaders dans leur domaine dans quasiment tous les secteurs. Donc on a une solidité comment dirais-je, de l'économie française avec cette diversité de secteurs dans les très grandes entreprises mondiales qui est tout à fait impressionnante. Cela dit, ça n'a pas que des avantages. Quand vous avez une très très grande entreprise mondiale, eh ben, elle est dans une compétition qui est absolument mondiale, et vous avez eu beaucoup plus de délocalisation en France, c'est prouvé, hein, bien sûr, que par exemple en Allemagne, où on a en moyenne des entreprises, des ETI, des entreprises de plus petite taille, qui est un chaînon beaucoup plus faible en France. Voilà. Alors, ça a une conséquence négative, bien sûr, c'est que ça a beaucoup délocalisé en France. L'avantage de la situation présente, c'est si on ne se trompe pas trop dans l'étude, alors qu'on dit que les conditions sont réunies maintenant pour relocaliser, ben, la vague de retour va être d'autant plus forte. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Et donc, pour en revenir sur les centres de décision, ben, qu'est-ce que ça signifie? Le CAC 40, il a plutôt effectivement ses centres de décision à Paris. Et c'est la raison pour laquelle on a fait la recommandation comment dirais-je, d'avoir une task force qui va, comment dirais-je, vanter les mérites de l'économie bretonne pour que ça relocalise un petit peu en Bretagne. C'est-à-dire, plutôt que de réimplanter des usines pharmaceutiques, parce qu'on sait que ça va se faire partout en France, sauf en Bretagne, eh ben, qu'on ait effectivement de la réimplantation en Bretagne sur toute une série de sujets. Donc, ce point-là a été pris en compte. L'autre point, évidemment, c'est que si vous relocalisez des ETI ou des PME, ben, le centre de décision, il est sur place. Et là, bien évidemment, c'est également très positif parce que ça ancre davantage la pérennité de la relocalisation. Mais c'est un sujet à part entière, vous avez raison. Et du coup, le mot de la fin, parce que je vois que l'heure tourne, où on a beaucoup parlé côté entreprise. Et juste en quelques mots, quels pourraient être les leviers d'action pour les acteurs publics pour mettre en œuvre un plan de relocalisation, notamment au niveau du conseil régional? Voilà, en quelques mots sera le mot de conclusion pour cette matinée. Alors, je dirais, je verrai vraiment, je vais donner 2 points. Je vais donner 2 points, et c'est certainement à creuser et à enrichir avec les personnes concernées.
Le premier point, c'est, Loïc Chenet-Girard me l'avait d'ailleurs recommandé, et puis il faut qu'on le fasse, d'une façon ou d'une autre, c'est d'intégrer, si tout le monde est d'accord, hein, bien sûr, c'est d'intégrer l'étude Reloc et tout le travail qu'on a fait sur les relocalisations en Bretagne au schéma régional, à la stratégie régionale de développement du territoire qui s'appelle le SRADET. Voilà. Donc il y a un SRADET par région, hein, et il y a un SRADET pour la Bretagne. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup à faire, et c'est très complémentaire d'intégrer l'étude Reloc dans le SRADET. Et donc, le président de la région y est favorable, et je pense que ça n'aurait que des avantages. Ça, ce serait ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, vous allez me trouver lourd, mais c'est effectivement que le plus vite possible, on ait une task force publique-privée qui se mette en marche pour conduire ce plan. Voilà. Il faut les deux. Il faut la puissance publique territoriale et le conseil régional, mais probablement les départements, les collectivités, comment dirais-je, les communautés d'agglo, etc., d'un côté, et de l'autre côté, il faut les entreprises, les chefs d'entreprise, les acteurs du financement des entreprises, c'est-à-dire les banques. Il faut qu'on ait autour de la table vraiment tous ces acteurs-là. Et si on arrive à mettre tous ces acteurs-là autour de la table, donc le MEDEF qui a financé l'étude, Produit en Bretagne qui est à l'origine de la demande de cette étude, si on arrive à mettre tout ce petit monde autour de la table, on va y arriver. Voilà. Ok, merci beaucoup. Peut-être Loïc ou Malo avait un petit mot pour la fin, pour conclure cette session de ce matin. Parfait. À qui donnes-tu la parole Loïc, vas-y. Merci. Écoute, je crois qu'on va vraiment conclure pour respecter l'horaire. Et à moins que Malo ne veuille dire absolument quelque chose, je vais vraiment conclure. Donc, merci vraiment, Alan, pour notamment ta petite note pleine d'espoir dans ta conclusion. Alors, Alan Shustek, il est marrant parce qu'il tout à l'heure, il nous a fait croire qu'il ne connaissait pas l'économie circulaire. Bon, il faut quand même qu'on lui rappelle que Alan est un des gourous du concept de l'économie circulaire. Et je voudrais quand même aussi préciser que grâce à l'Institut Kerlotech, tu es désormais, qui est situé à Bréligny dans les Côtes-d'Armor, tu es un nouveau membre de Produit en Bretagne. Donc, c'est aussi une relocalisation intellectuelle et de matières grises en Bretagne. Donc, merci pour ça. Je réitère mes remerciements à la région, au MEDEF Bretagne, à Produit en Bretagne et au conseil d'administration qui nous a suivis dans cette aventure rapide et folle. Et puis le Crédit Mutuel Arkea, parce que cette étude, il a quand même fallu la financer. Et je rappelle aussi que cette étude, c'est un point de départ. Voilà. Aujourd'hui, on a souhaité vous partager, pas l'intégralité, parce que Alan pourrait parler des heures, mais en tout cas, l'intégralité, je crois, de l'introduction, l'intégralité des points essentiels de cette étude. Et je vous invite à la réécouter. Donc, elle sera disponible sur le site de Produit en Bretagne dès ce soir. Pourquoi je vous invite à l'écouter une nouvelle fois ou plusieurs fois? Parce que Alan manipule des concepts très importants. Il manipule l'idée d'une durabilité rendue absolument nécessaire. On en est tous convaincus, mais encore faut-il qu'on le mette réellement dans nos plans d'action. Il parle peut-être rapidement, mais il parle quand même de low-tech. Il parle du concept très important, je pense très éclairant, de différence à faire entre un secteur locomotive et un secteur wagon. Il parle de l'impact très, très favorable des gains de productivité à long terme sur un territoire. Et donc, ces concepts-là, je pense qu'on a vraiment besoin en Bretagne de les faire nôtres pour les intégrer dans nos futurs travaux. Encore une fois, cette étude, elle est fausse. C'est-à-dire que nous n'aurons pas ce qui a été prévu aujourd'hui, certainement pas si on ne se met pas au travail, mais cette étude n'est pas une étude pour calibrer des dépenses. Cette étude est encore une fois un outil d'aide à la décision. Et donc, elle doit nous aider à regarder là où il y a des potentialités et là où il n'y en a pas du tout.
et je pense qu'en ce sens, elle est particulièrement éclairante. Encore une fois, cette étude, elle est à vous. Elle a été faite pour la Bretagne, elle a été faite pour vous qui l'avez écoutée ce matin. Donc, je ne peux que vous inviter à vous en emparer, décortiquer-la, critiquer-la, démonter-la, c'est pas grave. Elle est pour vous. Une dernière chose, c'est que, effectivement, je l'ai cité tout à l'heure en introduction, Nantes Agglomération, Investir en Finistère ou d'autres organismes ont déjà levé la main en disant ça nous intéresse d'aller un peu plus loin et on ne sait pas encore tout à fait comment, mais on va aller plus loin. Donc, c'est-à-dire en partant de cette étude et en l'analysant plus finement ou en tout cas avec un angle différent, je ne peux que vous inviter à le faire. Ça ne fera que rajouter des satellites à cette étude. La seule chose qu'aujourd'hui, au nom de Produits en Bretagne, je vous demande, c'est tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant de ce que vous voulez en faire. Tenez-nous au courant de comment vous l'adaptez, parce que je fais vraiment le vœu que ces informations puissent être, et donc les vôtres demain, puissent être partagées au plus grand nombre, d'une certaine façon en open source. Et donc, je souhaite que nous puissions rassembler sur le site de Produits en Bretagne le plus grand nombre de restitutions, de mémos, d'idées, de plans d'action qui touchent et qui tournent autour de cette étude pour que ça devienne vraiment quelque chose de solide et qui serve encore une fois à tous. Voilà, moi personnellement, j'ai reçu pendant cette étude plusieurs petits messages et même en fait finalement nombreux de tous les de beaucoup de participants. Vous êtes plusieurs centaines, donc c'est absolument formidable. Et c'est une étude, m'a-t-on dit, qui est dynamisante, qui donne la pêche. Et donc ça nous fait très plaisir à Produits en Bretagne, parce que je crois que c'était aussi un des objectifs, la relance de la relance et contribuer à la dynamique économique et culturelle responsable de la Bretagne. Voilà, merci à tous. Merci Alan. Merci beaucoup.